Quelle humanité appartenait-il? Celui des méchants ou celui des bantés? Est-il mort prématurément ou a-t-il bien vécu sa vie? Et qu'il me raconte ses expériences. Qui me dira la vérité de ce que je suis? Que sais-je de l'histoire? Que sais-je de mon histoire? Les troubles vérités que le doute au fond de moi reproche à l'orgueil de voir la raison naturelle se perdre. Pourquoi devrais-je y croire? Qui m'a rapporté cette vérité? Dira-t-il que je suis l'instrument de terre d'Adam? Ou si je le descendant d'un ancêtre singe? Je suis, ça au moins j'y crois parce que j'existe. Aussi dans la tombe de mon grand-père, je n'ai vu que poussière et reste de ses ossements. Pas d'esprit ou d'âme, pas de paradis ou enfer. Mais où est passée sa chair? Le héroïque qui autrefois conquit les mondes. Où est parti le grand océan de férocité, de sagesse, où tant de haine contre ses frères? Je ne saurais répondre à vos questions. Mes expériences jusque-là ont fait place à ma petite curiosité que je ne saurais non plus vous partager. Mais hélas dit, et je suis convaincu qu'en chacun des hommes, il y a une expérience, une toute petite expérience de souvenirs traversés. Au fait, et si je vous racontais ma petite expérience, celle de mon histoire, aussi, vous me raconterez vos expériences, celles de vos histoires. Ainsi, ensemble, nous pourrions réécrire un livre de notre humanité. Ainsi pourrait déguerpir à grands pas l'infâme complexe de supériorité ou infériorité lequel détruit nos rapports. L'idée véhicule du doute et de remise en cause est à la base des grandes révolutions. Dès son apparition, l'existence était devenue pratique. L'idée avait permis la révolution scientifique et technologique de toutes les civilisations qui ont progressé. En toute chose et en toute science, il y a trois dimensions de lire une histoire. Je cite la dimension scientifique, la dimension mystère et la dimension émotionnelle. C'est le fameux ordre triangulaire, la règle de trois. La première dimension ouvre le sujet. La première dimension ouvre le sujet en présentant plusieurs possibilités de conciliation. Le sujet est analysé, purifié de toutes les impuretés pour sortir une solution souhaitée. La deuxième dimension ferme le sujet à son seul avantage et refuse toute autre approche d'idées. C'est de cette dimension que les hommes de religion se trouvent pour expliquer les sciences de la vie. La troisième dimension n'ouvre ni ne ferme le sujet. Elle se laisse guider au hasard. Ainsi, le tout se joue dans un tourbillon de croyances. On voit bien que c'est la mort de la vérité. Le miracle est le seul secours. Le miracle remplace ainsi la connaissance. Il rend impossible toute compréhension scientifique. Le miracle ne fut-il pas autrefois apostrophé par le mystère? Le hasard ne résolvait-il pas le problème? C'est à ceux que les prêtres trouvaient la béquille de faire asseoir la religion. Mais hélas, à la naissance de la philosophie, le monde s'est noyé dans l'empirisme des mots qui firent obscurité totale dans l'esprit de l'humanité. À l'origine, le savoir scientifique ne perdit-il pas toute la lumière de ses connaissances, laissant la place à l'empirisme? L'empirisme ne s'ourdit-il pas et il fit place aux rites qui donnèrent naissance à une communauté de religieux? C'est vrai, les religions s'évanouirent dans la croyance en Dieu. La croyance en Dieu fit intervenir la foi, et dans la foi, le miracle s'accomplissait sous l'hypnose de l'esprit. L'homme succomba au charme de l'ignorance. Bien sûr que les hommes ont commencé avec la sémence de la science. Ils se sont arrêtés dans celle de la foi en Dieu. La foi entraîna la croyance fut encouragée par la religion et l'enferma dans les rites dont l'empirisme avait totalement déformé le sens des vérités scientifiques. Donc, par la foi, l'homme s'accrocha à la religion à l'attente du miracle. Bien sûr, le premier reflet dans les sociétés moins évoluées, c'est la superstition, la croyance au surnaturel, la croyance aux esprits. Ne sont-elles pas des superstitions? Il fut une époque où l'homme superstitieux a contesté l'histoire. Il dressa son point du côté opposé de l'évolution. Les superstitieux, très rusés, furent la guerre à l'histoire des peuples et les écrasa. Ils changèrent ainsi le cours de l'histoire. C'est juste
Ces gestes furent à la base de la séparation de la science à la philosophie. Ainsi, la société se divisa en groupes lesquels s'opposaient farouchement. Ainsi, l'histoire dépendait désormais des gens qui la rapportaient. Elle n'est plus transmise telle qu'elle était au départ. Les religieux majoritaires en nombre ne véhiculèrent-ils pas des propos superstitieux sur les origines de la vie par la création de Dieu et par révolution Darwin? Il est vrai que leurs propos ne pouvaient que plonger le monde dans les crises sociales. Il fallait que le monde soit dans cette embrouille pour qu'aucun équilibre ne soit respecté dans le cosmos. Depuis là, la valeur humaine fit place à l'inspiration des religieux, là où est vénéré l'informateur, mais négligeait la source de l'information. Progressivement qu'évoluait la religion, on assistait à un genre de société hypnotisée, abusée par les lois léthargiques. Mais quand apparut le sage alchimiste, pour reprendre les choses, celui-ci fut combattu par l'ignorant qui voulut tout avoir lui seul. Le sage alchimiste voyait dans ses inventions l'art de combiner les sources de l'existence, l'art de rationaliser l'immortalité. Dans ses inventions, les sages maîtres commençaient à expérimenter ce savoir en séparant les solides des liquides et les liquides des gaz, en s'assurant qu'ils découvriraient le mécanisme qui provoquait la fusion des atomes. Le sage alchimiste se sentait le besoin d'apprendre son art aux gens qu'il voyait nobles de cœur, mais le refusait aux tyrans, aux barbares et aux vantards. Déjà l'homme du nouveau cycle touchait la gloire, mais aussi la puissance. Si bien qu'il avait le pouvoir de domestiquer l'univers. Les expériences du sage maître alchimiste étaient sur le point d'aboutir, mais quand l'étranger prétentieux et barbare se présenta à lui et lui demanda de révéler ses secrets, le sage alchimiste se montra très prudent parce qu'il voyait dans l'esprit de celui-ci la fureur de dominer le monde. Un comportement dépourvu du sens de l'éthique. La raison de l'ignorant n'est-il pas de se faire violence contre soi-même et contre autrui? Le sage alchimiste craignait d'initier l'étranger à son art. S'il livrait le secret du bien et du mal aux barbares, ceux-ci vont menacer le monde. Tellement que ce besoin démangeait l'étranger prétentieux, le sage alchimiste se trouvait dans l'obligation de lui enseigner son art. Il lui donnait un enseignement confus où le vrai sens était caché derrière des signes, astres, lune, serpent, bélier, soleil, l'eau, le feu, l'éther. Aussi, il incluait la présence de certains animaux chimériques tels que le dragon, le cheval ailé, le phénix. Tel en fut l'enseignement déformé de sens sans tête ni queue, une véritable boîte de Pandore que le sage maître alchimiste enseigna aux barbares. Lorsque celui-ci découvrit qu'il s'était fait avoir, il tua le sage maître alchimiste pour récupérer sa place. Le secret de la gloire et de la puissance qu'il croyait savoir, il ne l'avait pas touché du doigt. Le sage maître alchimiste était mort avec son secret. Il n'y avait que lui seul qui connaissait ses secrets. Si bien que la science des grands initiés ne fut plus connue de personne d'autre en dehors des hommes de grandeur d'esprit qui ouvraient les portes du monde à la gloire et à la puissance. À la disparition du sage maître alchimiste, l'humanité terrestre sombrait dans l'empirisme des charlatans. L'homme barbare devenait ainsi le seul maître imposant sa tyrannie sur la terre, en massacrant le peuple. À sa mort, son héritage, dont le fond fut mal compris, fut légué à une descendance inspirée de dominer le monde. Lorsque cette descendance crut que le trésor du tyran lui procurait des grands pouvoirs et qu'elle détenait désormais tout le savoir du monde, elle s'était mise à écrire l'histoire du monde sans comprendre les réalités des autres peuples. La Bible, le livre par excellence, ne fut-elle pas écrit par les descendants d'un ancêtre qui ne comprenait pas lui-même ce qui était au départ de l'histoire du monde? C'est vrai qu'au début de cette histoire, les copistes s'égaraient dans la reconstitution des faits. Une confusion du temps et des personnages était dans leur esprit. Cette confusion fut compensée par des versions poétiques alchimiques. D'après la Bible, l'homme est un jeu à la merci des dieux. Le jour que Dieu se fatigue de manipuler l'âme de l'homme, il se fait relayer par le diable, jusqu'à ce que ce dernier se fatigue à son tour, et ainsi de suite. Tout ce que l'homme peut entreprendre dans sa vie est soit la volonté de Dieu ou celle du diable. L'homme en tant que jouet de Dieu ou du diable n'a pas de conscience. Il n'a pas de responsabilité. Poussé dans la violence, l'homme perd le contrôle de son esprit et se transforme en un monstre qui chasse ses semblables. Aujourd'hui, c'est ce même homme qui est à la recherche des valeurs d'unification, des valeurs de stabilité, des valeurs de bonheur intérieur.
Toutes les voies conduisant à ces valeurs sont rendues étroites à cause de l'éthique qu'il a lui-même établie. Sa conscience est piégée. L'homme piège ses propres sentiers. Il copie les habitudes dans les milieux religieux qu'il fréquente et qui ne lui permettent pas de sympathiser autrement avec des gens qui lui sont différents. Automatiquement, il commence à régner sur la terre une série de conflits d'une extrême violence. Dire que la machine de l'esprit de l'homme avait été viciée dès que les superstitieux ont voulu expliquer l'origine de l'univers. En limitant la science, les religieux conclurent en bloc toute l'existence en sous-estimant le pouvoir du cerveau humain. Imaginons que cette Bible à fond de mystère avait été écrite par les savants atlantes ou par les prêtres égyptiennes, la version de la création mentionnée dans ce livre serait transitaire à l'esprit des gens, comprenant que la Bible avait été écrite sous le signe des émotions et que la pression serait catastrophique. Une âme consciente qui sait lire, comprendre et faire la part des choses. Un homme d'esprit libre ouvre la compréhension. Un homme d'esprit libre ouvre la compréhension et permet aux autres de comprendre la thématique. Par contre, la réflexion d'un homme à l'esprit bordé crée d'autres problèmes. Par contre, une âme inconsciente est aveugle, ignorante et méchante. Jésus et Galilée connaissent quelque chose du sort qu'un peuple ignorant réserve aux éclairés, étant donné qu'ils ont payé le prix, lorsqu'une foule des ignorants s'est déchaînée sur eux. En séparant l'homme des soucis religieux, se façonnera un être humain pur et équilibré, qui fera la fierté d'une humanité harmonieuse. Un tel homme comprendra que toute vie est un cycle, et qu'il existe d'autres cycles dans l'immense cosmos qui évoluent normalement, tranquillement, indépendamment d'une quelconque volonté. Et qu'il comprendra aussi que le mouvement des cycles est éternel. Il ne régresse pas, mais il évolue. Cet homme comprendra que le fonctionnement d'un cycle est semblable à un microbe dans le corps. Il y naît, évolue puis disparaît. Après que le précédent cycle ait touché à sa fin, le second apparaît pour disparaître à son tour. Avant qu'un cycle ne disparaisse, il expérimente la vie ignorant les cycles précédents. Et il se croit être celui qui existe au monde, le plus intelligent et le plus beau, le plus évolué. Ainsi de suite, les cycles renaissent, le mouvement infini de vie se poursuit et s'enchaîne. Il comprendra que la démonstration génétique des espèces vivantes prouve leur ressemblance scientifique. Il comprendra que toutes les espèces vivantes sont localisées dans des espèces de cycles. Mais parfois nous ignorons à quel cycle nous appartenons et que personne au monde ne connaît combien de cycles sont passés avant que n'arrive celui dans lequel nous sommes projetés. Et que des mondes meilleurs ont existé et disparu avec tous leurs souvenirs. Souvent, leur apparition demeure pour le monde actuel un grand mystère. Ainsi, la grande question de l'humanité, je cite, « Qui sommes-nous, d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous » elle reste entière. Il est vrai que l'homme est le seul des espèces vivantes qui cherche d'où il vient. Il utilise les possibilités de son cerveau pour immortaliser ses empreintes. Son seul ennui, c'est qu'il ne peut pas arrêter la course du temps, facteur de destruction. Le temps détruit tout ce que l'homme façonne après un dur labeur. Son activité régule le mouvement de la nature. Le temps modifie les structures, efface l'ancien, façonne le nouveau. L'homme sait que tout ce qu'il n'avait pas pu faire jusque-là, c'est d'arrêter le temps. Il sait aussi que cela n'est pas de son pouvoir, même s'il joue avec le temps, mais celui-ci le rattrapera. Quand l'homme sera rattrapé par le temps, il n'aura plus l'opportunité de satisfaire sa curiosité. Il sait encore que son travail est de pallier à ses problèmes. Pour lui, la seule mission, c'est qu'il doit ralentir la vitesse du temps pour être éternel. C'est un rêve qu'il a toujours caressé et qu'un jour il se réalisera. L'homme veut vivre éternellement et il a contredit l'histoire. Une fois qu'il est éternel, il ne connaîtra plus de Dieu. Et que l'ombre de la poussière du temps ne viendra plus effacer l'essentiel des petites connaissances qu'il a amassées jusque-là. Il doit tout accomplir. Il ne doit plus recommencer les cycles à zéro. C'est le but de sa mission, sa raison d'être humain. C'est en partant sur cette base que chacun crée des lois, des machines et des philosophies. Les lois sont pour réglementer ses activités, les machines sont pour perfectionner son travail et les philosophies sont pour conserver sa mémoire dans les signes des temps. Permettez-moi de lire une citation ancienne d'Hermès Trismégiste, écrite sur la table de Mérode par les prêtres atlantes. Comme disaient les anciens, le vent est verbe pour qui sait l'écouter.
Je cite la citation. Il est vrai, son mensonge, certain et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pour accomplir les miracles d'une seule chose. Et de même que toutes choses ont été et sont venues d'un, ainsi toutes ces choses sont nées de cette chose unique par simple acte d'adaptation créatrice. Le soleil en est le père, la lune en est la mère. Le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice. Il est le père de tous les miracles du monde. Sa force est parfaite lorsqu'il est transformé. En terre, il sépare la terre du feu, le subtil de le père. Avec prudence et douceur, il monte de la terre vers le ciel et redescend aussi sur la terre. Et il unit en lui-même la force des choses qui sont en haut avec la force des choses qui sont en bas. Tu auras ainsi toute la gloire du monde. Et c'est pourquoi toute obscurité et tout ténèbres s'éloigneront de toi. C'est la force forte de toutes choses, car elle vaincra toutes choses subtiles et pénétrera toutes choses solides. Ainsi le monde a été créé. C'est pourquoi j'ai été appelé Ernest Trismégiste, car je possède les trois parties de la sagesse du monde. Ce que j'ai dit de l'œuvre du soleil est accompli. Cette citation donne quand même une position de notre existence. Je pense qu'omettre l'injustice est pire que la subite. Le véritable pouvoir ne vient pas de la haine, mais de la vérité. La plus grande guerre de l'humanité, c'est contre le mensonge. Ceux qui ont combattu le mal n'ont-ils pas fait le pire? Je vous remercie. Merci. Alors après ce souffle prophétique, on va dire, c'est très bien. Je vais nous ramener peut-être un peu sur terre, en prenant d'abord la citation, c'est une sorte de citation de l'ANICE, c'est une belle citation, mais un peu énigmatique, c'est vrai. Et si l'histoire avait tort de rater mon existence, on peut se poser la question, effectivement, les personnages historiques, est-ce qu'ils le méritent? Peut-être que nous méritions, moi, enfin c'est pas forcément moi, mais vous et moi, on méritait peut-être des personnes historiques, mais l'histoire, bon, on peut se poser la question, est-ce que c'est le destin? Alors les Asiatiques, je reviendrai sur l'Asie, croient beaucoup au destin, l'Occident, on croit plutôt dans la liberté. Donc je vais prendre un exemple d'un événement qui peut être interprété de manière occidentale ou de manière orientale. Bon. Le coup d'État du Gégoubert, un événement historique par excellence. C'est Napoléon Bonaparte qui prendra le pouvoir, qui deviendra un grand général et ensuite empereur. C'était la zizanie en France, tout le monde se coupait la tête, on venait de destituer, de guillotiner Robespierre, il n'avait pas volé parce qu'il avait fait guillotiner presque tout le monde, catholiques comme athées notamment. Donc en France, il y avait pratiquement des catholiques et des athées à l'époque. Bon, donc difficile d'échapper à la suspicion d'être un traître et d'être guillotiné. Donc on a fait exécuter Robespierre, puis ensuite ça continue un petit peu quand même à être l'anarchie, et Napoléon a fait ce coup d'État. Et l'idée de Lucien, son frère, on oublie parfois, son rôle, alors qu'il est Lucien Bonaparte, on en parle moins, mais c'est peut-être lui qui a fait le pouvoir de son frère, mais il sentait bien que son frère avait une dimension plus l'homme de la situation que lui. Il lui suggère, il avait de l'acné, il était tout jeune, c'était presque un adolescent encore, un peu dans ce moment-là, je ne sais pas quel âge il avait, mais c'était un jeune homme. Il avait des boutons d'acné et son frère Lucien lui demande de se gratter très fort les boutons. Et il va saigner, il va dire on a tiré sur Bonaparte, c'est une tentative de meurtre, ça va créer l'émoi, et donc du coup il va apparaître comme un martyr, c'est comme le monde, le martyr, et c'est comme ça que ça va être monté en pièces par les journaux, etc. Ça va faire la popularité de Bonaparte, de Napoléon Bonaparte, qui deviendra Napoléon Ier, voilà, toute l'histoire qui s'ensuit. Alors on pourrait se dire d'un point de vue occidental, rationaliste, c'est le hasard. La bonne idée, disons quand même, la prise d'initiative de Lucien, donc un concours de circonstances qui a fait que Napoléon Ier est devenu un homme historique. Ça aurait aussi pu passer pour du grotesque, ou alors quelqu'un aurait remarqué le poteau rose, c'est juste... bon, il fallait le faire, il fallait quand même avoir le courage, ça devait faire mal un peu quand même, de se gratter très fort les boutons. Bon. C'est très sérieux cette anecdote. Bon, on ne le raconte pas assez dans les cours d'histoire, et peut-être que c'est dommage, on intéresserait plus les élèves à l'histoire si on racontait ça plus souvent. Des petites anecdotes, bah oui, c'est pas très connu, justement. Ouais. Donc de la même manière, on a peut-être chacun d'entre nous raté le coche à un moment donné de devenir historique, il fallait être au bon moment, au bon endroit, voilà, pour se faire connaître, passer à la télé, comme on dit, etc.
Après, ça peut être une histoire, c'est pas forcément l'histoire centrale, hein, qui passe surtout par la politique. Mais les Asiatiques diraient non, non, c'est pas un hasard. Certes, c'était intelligent de la part du sien, mais c'est le destin. Donc il y a deux visions du monde qui s'opposent. Et là, c'est pour revenir un peu dans cette dialectique, c'est ma tradition aussi dans le Café Tao, Occident-Orient. Pour les Occidentaux, l'histoire est linéaire. Elle est faite par les hommes essentiellement, même si, alors il y a une vision religieuse, on pense que Dieu a quand même une action sur l'histoire, c'est la vision judéo-chrétienne, alors que dans la vision progressiste capitaliste, c'est vraiment l'homme qui fait tout. La vision marxiste, c'est un mélange d'histoire, de nécessité historique et de prise d'initiative humaine. Bon. Vision linéaire, il y a une origine, un but. Le but de l'histoire, c'est une société meilleure, c'est la société sans classe du marxisme, c'est le royaume des cieux du christianisme, c'est la société, c'est la démocratie libérale des capitalistes, hein, qu'on retrouve chez les Américains notamment, l'idée qu'il faut exporter la démocratie libérale, c'est le but de l'histoire, etc. Ce qu'on appelle les hegéliens de droite, comme Fukuyama ou Huntington, bon, c'est des tendances qui existent encore aujourd'hui. Et en Asie, vous avez une vision qui est circulaire, vision circulaire de l'histoire, cyclique. C'est un peu un serpent qui se mord la queue. C'est pour ça que les Occidentaux vont aduler l'histoire, faire de l'histoire le lieu même de la réalisation de l'idéal. C'est ce qu'on appelle l'historicisme. Marx, Hegel, vous en avez d'autres, sont des historicistes. Alors qu'en Asie, on n'a pas de culte de l'histoire. Il y a le temps qui est cyclique comme un serpent. L'histoire ne change rien à l'affaire. Les Chinois, par exemple, diront l'histoire. La Chine a toujours été grande, elle a eu des moments de décadence, mais elle s'est toujours reconstituée. Et c'est vrai que c'est peut-être le seul empire qui est resté l'égal de lui-même par rapport à ses origines. La Chine a eu sa grandeur il y a très longtemps. Elle a été dépoussée notamment au XIXe siècle. Il y a eu les invasions mongoles, etc. Et aujourd'hui, elle a retrouvé sa grandeur d'antan, il y a très longtemps, il y a plusieurs millénaires. Et les Chinois de dire, bah oui, c'est un grand peuple, il y a des cycles de lumière, d'ombre, etc. Dans la pensée indienne, c'est pareil, vous avez l'idée des cycles, hein, le Kali Yuga dans la pensée justement indienne, l'idée que nous traversons des années cosmiques de 10 000 ans. On retrouve ça chez Platon d'ailleurs, puisque le mythe de l'Atlantique a été évoqué d'ailleurs au passage, hein, que j'ai remarqué avec Hermès, la culture d'Hermès. C'était il y a 10 000 ans, plus de 10 000 ans, donc c'est il y a très longtemps. On est dans la décadence, dans l'âge de fer, depuis très très longtemps. Certains parlent même d'un âge d'or matriarcal, il y aurait eu des mères déesses qui auraient régné avec sagesse sur l'humanité. La nostalgie du pouvoir des femmes, hein, pour les féministes notamment, les féministes spiritualistes. Je pense qu'il faudrait revenir au pouvoir féminin. Pourquoi pas, effectivement, ça ne fait rien à essayer, vu que le pouvoir patriarcal, c'est quand même pas terrible, hein, les résultats n'ont pas été magnifiques, des choses bien quand même, hein, mais globalement, on se sent quand même pas très bien. Encore pire. Oui, alors ça, je sais pas, c'est une autre. Ça, c'est un autre débat. Ça, bon, c'est une hypothèse des féministes, hein, mais bon. Et donc, alors qu'en Orient, on pense que l'histoire ne change rien à l'affaire, que le temps est cyclique, et il y a une vision intermédiaire qui m'intéresse beaucoup, et qui, à mon avis, donne une place à peut-être à ceux qui se sentent les oubliés de l'histoire. C'est la vision de l'historien anglais Arnold Toynbee, qui est très intéressante. C'est une vision, on appelle ça la vision culturaliste de l'histoire, ou sphéroïdale, puisque dans la vision occidentale, on a une ligne droite qui monte, normalement avec le progrès vers quelque chose de mieux. On n'y croit plus trop à cette vision optimiste de l'Occident, parce que bon, ça se saurait hein, si on devait avoir un monde meilleur avec tous les moyens technologiques qu'on a. Bon, on n'y croit plus trop. Alors la vision orientale est un peu pessimiste, enfin, en tout cas elle est réaliste, elle considère qu'il n'y a pas de vrai progrès, il y a des progrès technologiques, mais en réalité l'homme est toujours le même, il sera toujours le même. Il y a le bien, le mal, etc., qui se neutralisent en quelque sorte. Donc on va dire une vision plus statique des choses. Et il y a la vision de Toynbee, qui est de dire qu'il y a des retours en arrière. À travers, parce que Toynbee s'est beaucoup intéressé à la théorie de la réincarnation, il a été historien des armées britanniques en Inde, au XXe siècle, hein, c'est un homme du XXe siècle, il est né en 1889, il est mort en 1975, c'est presque un contemporain. Toynbee s'est intéressé à la doctrine de la réincarnation qu'il va intégrer dans l'histoire. Sa vision de l'histoire, il dira qu'il y a des espèces de réincarnation dans l'histoire. Ce qui est valable pour l'individu, des vies antérieures, c'est valable pour l'histoire. Il y a des nœuds karmiques qu'il faut surmonter. On a même des répétitions de personnages historiques. Enfin, en tout cas, des gens qui se prennent pour un grand homme du passé. Napoléon, d'ailleurs, c'est identifié à Alexandre le Grand, c'est le nouvel Alexandre. Saddam Hussein se comparait à Nabucodonosor.
etc. Vous voyez, vous avez des identifications comme ça avec le passé, ce qui a beaucoup intéressé Toynbee. D'ailleurs, l'exemple qu'il donne, et qui est le plus frappant de répétition, c'est l'exemple de la guerre 14-18, qui pour Toynbee, il en a fait sa thèse de doctorat en histoire d'ailleurs. La guerre 14-18 est la répétition symbolique de la guerre du Péloponnèse, à peu près au 5e siècle avant notre ère en Grèce, où les cités grecques, qui étaient comme l'Europe, hein, la Grèce était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui, se sont entretuées bêtement pour des raisons de rivalité, de nationalisme, pour des raisons de prestige, économique, etc. Bon, les Grecs se sont entretués, et ensuite, ben, ça a été la décadence et l'invasion romaine, d'ailleurs, après. Enfin, ils n'ont plus jamais retrouvé leur grandeur après la guerre du Péloponnèse. Pareil pour l'Europe, 14-18. C'est les grandes nations puissantes, la France et l'Angleterre notamment, et l'Allemagne, qui se sont entretuées. Et ce sont d'autres puissances qui en ont profité pour émerger, la Russie soviétique, les États-Unis et le Japon. Ensuite, rebelote, ces pays-là ont fait des guerres, se sont entretués, Américains et Japonais, Américains et Russes. Bon, la Chine est devenue la grande puissance, mais elle commence aussi un peu à faiblir. Pour l'instant, c'est pas la plus grande puissance économique. Et peut-être que ça sera le tour de l'Inde, et puis après, il y a un cycle comme ça. D'ailleurs, pour Toynbee, il y a toujours une civilisation dominante dans l'histoire, mais ça change tout le temps. Donc on ne peut pas lui reprocher d'être, par exemple, pro-occidental ou pro quoi que ce soit. Hein, il y a un cycle, et il y aura peut-être le moment, on l'espère pour l'Afrique aussi, qu'on a parfois oublié dans l'histoire. On pourrait se dire, quand j'ai lu l'énoncé, j'ai pensé à l'Afrique en me disant la définition officielle de l'histoire comme devant être racontée par l'écriture, elle est très arbitraire, puisque dans beaucoup de pays, vous avez une tradition orale, la tradition écrite, bien sûr, en Afrique à travers les nations coloniales, le français et l'anglais, mais vous avez un tas de langues, vous avez des langues écrites, beaucoup de langues orales, il n'y a pas d'écriture, beaucoup de peuples qui n'ont qu'une tradition orale, qui suppose une mémoire extraordinaire d'ailleurs. Et de dire qu'un peuple n'a pas d'histoire parce qu'il n'a pas d'écriture, c'est une absurdité, il me semble, c'est une injustice. Donc l'histoire est arbitraire, effectivement, c'est ce que Camus lui reproche, en disant qu'il y a le tribunal de l'histoire, et d'ailleurs l'histoire qu'on nous enseigne à l'école, c'est l'histoire des vainqueurs. D'ailleurs l'histoire est controversée. Avant, je me rappelle, moi, quand j'étais au lycée, on nous enseignait que la Révolution française, c'était parfait, c'était bien, c'était la fin de la despotisme. Et après, il y a eu des historiens comme François Furet qui nous ont expliqué qu'il y a eu quand même, on nous a caché soigneusement qu'il y avait eu quand même 500 000 morts en Vendée, les guerres franco-françaises, le génocide vendéen, c'est 500 000 morts quand même pour l'époque. La terreur de Robespierre. Bon, le mot terrorisme d'ailleurs, c'est Hegel qui le rappelle, c'est français, hein, ça vient de l'époque de Robespierre. Il parle de la terreur révolutionnaire, il faut terroriser le peuple pour asseoir son pouvoir. Les terroristes s'en sont souvenus. Hein. Ceux d'aujourd'hui, les djihadistes, ne sont que les derniers venus, il y en a eu plein d'autres, hein, les communistes, etc. Une sorte de terroristes terrorisés pour régner. Hein. Ça remonte à la Révolution française. Donc l'histoire est aléatoire, et c'est là où on peut se dire effectivement, l'histoire a tort. Il s'agit, l'histoire est intéressante, mais il ne s'agit pas de lui vouer un culte. C'est vrai que l'histoire, c'est toujours l'histoire des vainqueurs. Dans les livres d'ailleurs d'histoire japonais, on ne reconnaît pas ce qu'on nous enseigne ici, les invasions en Chine, les massacres, les viols et tout ça, c'est pas reconnu sur le Japon, ça crée des problèmes avec les autres pays à côté. Quoi. Le fait que l'histoire est écrite toujours d'un point de vue partisan. Donc, pour ne pas être trop long et pour faire ma petite conclusion avant de vous laisser la parole, je dirais que cette vision, je reviens sur la vision de Toynbee, très intéressante, c'est l'idée finalement que l'histoire avance, il est optimiste vers quelque chose de mieux, mais on a souvent des retours en arrière. Un peu comme la danse du tango, on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Alors ça c'est pour la version optimiste qui est celle de Toynbee, les plus pessimistes vont dire qu'est-ce qui nous prouve qu'on ne fait pas 1 pas en avant pour 2 pas en arrière. Donc ça serait la version plus pessimiste de la vision de Toynbee. En tout cas, l'idée de la spirale est très intéressante. L'idée que l'histoire se répète, justement, qu'il y a des répétitions historiques qui sont assez étonnantes. On pourrait donner d'autres exemples. Comme s'il y avait le même principe que la réincarnation pour l'histoire, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas accompli dans cette vie, on va devoir l'accomplir dans une autre vie. On va redoubler en quelque sorte. Un élève qui a raté ses examens, on va revenir parce que pour les bouddhistes, pour les hindouistes, le but c'est de ne pas avoir besoin de se réincarner. Donc si l'histoire avait vraiment réussi, la fin de l'histoire, pour reprendre un terme du philosophe allemand Hegel, la fin de l'histoire, c'est qu'il n'y ait plus d'histoire. C'est pas la fin du monde, hein, c'est pas l'apocalypse, c'est la fin de l'histoire. C'est la société équilibrée,
c'est la société où tout le monde est heureux à peu près, c'est la société, c'est le modèle bourgeois d'ailleurs, hein, pour Hegel, tout le monde a appris son argent, on risque de s'ennuyer, c'est le parc d'attraction généralisé, diront certains sociologues, c'est comme si le monde entier c'était comme la Suisse, quoi, pour aller vite, hein, voilà. Une sorte de démocratie parlementaire qui marche pas mal, où les gens sont assez riches, il n'y a pas trop de problèmes, mais on peut s'ennuyer pas mal, c'est vrai. Un peu, n'empêche que c'est quand même mieux que d'être en guerre civile, comme en Syrie, etc. Bien sûr. Ça serait un certain idéal de fin d'histoire. Comme disait Hegel, d'ailleurs, les pages heureuses de l'histoire sont des pages blanches, quand il n'y a plus rien à dire. Parce que l'histoire, c'est l'histoire du malheur. Donc c'est vrai que l'histoire a peut-être tort de rater l'existence de tous les anonymes que nous sommes, hein, qui ne sont pas connus historiquement. On a une histoire personnelle, bien entendu, hein, bon, et ça serait l'histoire heureuse, ça serait l'histoire de la vie quotidienne, l'histoire des gens, ceux dont on parle rarement dans l'actualité, sauf Pernot, qui est le journaliste préféré des Français. Pernot, il parle effectivement du patrimoine, des monsieur Dumont qui vit dans son petit patrimoine, dans sa petite villa. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que les choses vont bien aussi, qu'il y a des gens heureux. Ça repose, voilà, des actualités avec le terrorisme, avec les malheurs, avec le réchauffement climatique, etc. Et enfin, pour terminer sur une note un peu humoristique, si vous tenez vraiment, mais en fait, je me suis un peu trompé sur les intentions d'Anissé, je ne m'attendais pas à son exposé, hein, ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais à quelque chose un peu différent par rapport au fait que quelque chose de plus, de narcissique, mais disons de plus existentiel, quoi, où il parlait plus de lui, etc. Voilà. Bon. Parce que finalement, pour ceux qui veulent marquer l'histoire personnellement, sans être des hommes politiques, sans faire des guerres, etc., de manière plus humble, il existe un très bon livre qu'on m'a souvent offert à Noël, d'ailleurs, après on a arrêté, parce que une fois que vous en avez lu 3, ça fatigue un peu, c'est le livre des records Guinness, hein, la bière, d'ailleurs c'est le brasseur irlandais célèbre hein, qui a lancé ce livre, c'est génial d'ailleurs. Donc vous avez le livre des records, où vous avez Coluche qui a battu un record en moto, avant de se tuer en moto d'ailleurs, hein, parce qu'il cherchait à faire toujours un autre record. Il roulait sur une roue pendant, il a battu un record hein, historique. Il est dans le livre, dans le Guinness, le Guinness Book des records. Moi je me souviens comme ça, il était complètement absurde. Il y a des gens qui cherchaient absolument à être dans ce livre. Il y a un Autrichien qui a fait Paris-Vienne sur les mains. Bon, il s'est reposé de temps en temps, hein, mais ça a été. Il suffit d'avoir un peu des idées. J'ai connu, malheureusement il nous a quittés, mais certains l'ont connu, je pense qu'il va connaître Krasowski, monsieur Krasowski, Georges Krasowski, le Nouvel Humanisme, il avait écrit, il s'occupait d'un journal, c'était le Nouvel Humanisme. Il avait lancé pour l'écologiste, un grand écologiste et pour la paix, notamment pour lutter contre le massacre des bébés phoques au Canada. Il avait organisé un voyage en bicyclette Paris-Moscou, c'est un métier de journaliste, et ça a eu un succès fou. Il est devenu un peu historique, hein. Il est passé dans les médias, etc. Bon, il suffit d'avoir parfois des idées originales. Bon, les gens qui vont aller dans le livre, vous êtes dans l'histoire, puisque c'est un livre un peu historique, le Guinness Book des records. Alors ça peut être dangereux parce qu'il y en a qui vont chercher à faire des records, par exemple, en consommation d'alcool, etc. Ou voilà. Bon, faire des exploits qui peuvent être dangereux, effectivement. Donc vouloir absolument passer dans l'histoire, ça peut effectivement aussi être dangereux parce qu'on veut donner un sens à sa vie. Donc peut-être que, comme dit le proverbe, l'histoire est dangereuse, Voltaire disait qu'il faut vivre heureux, il faut vivre caché, cultiver son jardin. C'est-à-dire ne pas être forcément éviter le feu des projecteurs, hein, parce que là c'est risqué. Et comme on dit, il est plus facile d'être connu dans l'histoire par les médias en faisant une bêtise qu'en faisant une bonne chose, malheureusement. Si vous voulez être connu pour le bien que vous faites, il faut vraiment mettre le paquet. Alors que, bon, bah, une bêtise, on parlera de vous très vite. Hein. S'il y a des dégâts, s'il y a des morts, ça va devenir un événement historique. Après tout, les attentats du 13 novembre, c'est un événement historique. On en parlera encore dans des décennies. Il paraît qu'il faut attendre 20 ans pour qu'un événement
rentre dans les livres d'histoire. Donc certainement que la génération de petits-enfants, par exemple, des enfants, certains enfants verront dans le livre d'histoire les événements du très souvent, les conséquences, la guerre de Daesh, etc. Voilà, oui, Hérostrate, qui est un bon exemple aussi, qui a brûlé effectivement la bibliothèque et le temple. Pour être connu. Pour être connu, voilà, le complexe d'Hérostrate. Voilà. Effectivement, c'est bien de le rappeler. On l'avait tiré de l'histoire, on ne voulait pas qu'il. Oui, exactement. On le rappelle, qu'on se rappelle de lui, mais finalement, il est resté dans l'histoire rien que par son nom. Que par son nom, voilà. Il a marqué l'histoire, finalement, en faisant une chose terrible, parce qu'il a brûlé aussi énormément de livres, voilà, le temple d'Éphèse, le temple d'Éphèse, il l'a brûlé. Et oui, Le Bibliothèque nationale qui est pas loin, le Seigneur. Oui, c'est pas la même chose. Voilà. Donc c'est un peu le paradoxe aussi de notre problématique du soir. Voilà. Donc méfions-nous de l'histoire, et là les Asiatiques sont peut-être plus sages, comme souvent, eux se méfient de l'histoire. Bon, Camus aussi d'ailleurs, beaucoup de penseurs aussi, Nietzsche, penseurs d'Occident aussi, se méfient de l'histoire. C'est la loi du plus fort finalement qui s'impose dans l'histoire, ou du plus spectaculaire, hein, ce qui d'ailleurs est aussi funeste et dangereux. Alors je terminerai juste par une petite citation de Victor Hugo, avant de laisser la parole, qui disait que l'utopie d'aujourd'hui sera la réalité de demain. Heureusement qu'il y a des visionnaires, d'ailleurs c'était le thème qu'on avait eu l'année dernière. Ah oui, on avait traité les visionnaires, on avait traité les sujets debout les visionnaires, à bas les gestionnaires. C'est une idée de notre poète, parce que j'ai cité Victor Hugo, grand poète, prince des poètes. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi d'utopie pour demain, pour faire avancer l'histoire, justement. Voilà, la parole. Tout à l'Assemblée. Moi, je pourrais dire Alors, oui, seulement, seulement la chose suivante. C'est que, d'accord, moi, effectivement, de toute façon, il y a des choses positives et négatives à tout. Mais quand même, si on pense à l'histoire, est-ce qu'elle sert, au moins pour nous, elle a servi dans la mesure où, grâce à la Révolution française, on a réussi quand même à être libre, à avoir la liberté de penser, de religion, etc. Certains privilèges ont été abolis. Et voilà, on est quand même quelque part ce qu'on est grâce à la Révolution française. Alors effectivement, il y a des points négatifs, parce que ce qui s'est passé à la Révolution française, il y a eu de la guillotine, notamment par Robespierre qui est exécuté. Enfin, il y a eu des choses affreuses, il y a eu beaucoup de morts. Et ça, le problème, c'est que, est-ce qu'on peut dire qu'il a fallu passer par là pour arriver pareil, le roi et la reine, bon, on pense qu'on veut, mais ça a été dur quand même. Mais voilà, ça a été par ce biais qu'on est arrivé à être ce qu'on est, à mon avis. Sylvie. Moi, j'ai pas très bien compris en fait, le sens que vous donnez à l'histoire. Est-ce que c'est l'histoire telle qu'elle est retranscrite, telle qu'elle est comment dire, interprétée par les hommes, par certains hommes en plus, ou bien est-ce que c'est l'histoire, le temps? C'est quoi le thème? C'est l'histoire avec un grand H, hein. C'est l'histoire événementielle. C'est pas l'histoire, même si on a parlé d'écriture de l'histoire, c'est pas la petite histoire, c'est-à-dire c'est l'histoire telle qu'on la raconte, c'est l'événement historique. Hein. Enfin, moi je l'ai pris dans ce sens-là. Avec l'idée D'accord, que, mais l'événement voilà, historique, il peut être traité de différentes manières selon l'endroit où on se trouve, selon le camp où on se trouve, quand il s'agit de guerre. Donc, voilà, l'histoire sera différente d'un pays à l'autre. Ça ne sera pas la même histoire. En fait. Tout à fait, bah, c'est ce que j'ai rappelé. D'accord, oui. Ce qui pose problème, effectivement. Ouais. Mais par rapport au. Enfin, tu parlais aussi de l'histoire en Occident qui est plus linéaire et en Asie qui est circulaire. Moi, je trouve que ça pose aussi la question du libre arbitre et du déterminisme, en fait. Parce que si on parle d'histoire circulaire, ça veut dire que tout est un peu écrit déjà. Hein, c'est des cycles, on tourne en arrière. Si c'est linéaire, on peut supposer que l'être humain a une possibilité d'action et une forme de libre arbitre dans la progression de l'histoire, du temps. C'est ça, C'est